As-tu réellement compris Alice in Borderland? Alors que j'ai aucune raison de vivre, c'est moi qui survécu. Parce que oui, beaucoup ont vu la série, et beaucoup ont pris conscience que les jeux veulent en réalité nous transmettre un message. Mais quels sont ces messages? Derrière le simple cache-cache de la première saison, se cachait en réalité une vérité que presque personne n'avait remarquée. Derrière chaque sourire, chaque façade se dissimule une douleur, une vérité bien plus triste qu'il n'y paraît. Prenez Chichia par exemple, froid, intelligent, insaisissable, mais qui est-il vraiment? Que tu n'es plus le même qu'avant. Tu trouves? Et surtout, que cache-t-il derrière ce regard calculateur? Alice in Borderland n'est pas une série, c'est une énigme. Et si la véritable question n'était pas comment survivre, mais pourquoi? Pourquoi s'acharner à vivre dans un monde où la mort est presque inévitable? Si vous n'avez pas la réponse, alors laissez-moi vous reposer la question. Est-ce que vous avez réellement compris Alice in Borderland? Pour commencer, il est important de parler du protagoniste. Alice Ryohei, plus connu sous le nom de Harisu dans la version japonaise, c'est un jeune homme intelligent et sensible, certes, mais qui se sent totalement perdu dans le monde réel. En effet, il passe ses journées enfermé dans sa chambre à fuir la réalité à travers les jeux vidéo. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait pas ça uniquement pour s'amuser, mais plutôt pour respirer, pour vivre dans un monde où il peut exister autrement et où il n'a pas besoin de prouver sa valeur. Sa mère, elle est morte quand il était enfant, et depuis, tout a changé. Il vit avec son père, un homme sévère et distant qui voit en lui qu'un échec à corriger, et son frère, un garçon brillant mais surtout arrogant, qui enchaîne les réussites scolaires comme pour mieux lui rappeler ses propres échecs. Dans cette maison, Harisu il s'est jamais senti à sa place. Et comme si ce monde ne voulait vraiment pas de lui, il a même fini par se faire virer de chez lui. Mais heureusement, dans ce monde, il a aussi ses seuls repères qui sont ses deux amis. Karube, bagarreur au grand cœur toujours prêt à le défendre, et Shota, doux, croyant et surtout loyal jusqu'au bout. Avec eux, notre protagoniste, il se sent un peu moins invisible. Et ce, tout simplement parce que ce sont les seuls à reconnaître la personne qu'il est vraiment. À le voir quand tout le monde le regarde sans le remarquer, et à l'écouter quand il ne trouve même plus les mots. Cependant, tout ça, c'était avant que tout bascule. Après avoir atterri dans ce monde, Harisu, Karube et Shota, ils vont vite comprendre qu'ils sont pas seuls. Une lumière clignote au loin, un bâtiment, à l'entrée, un panneau affiche la phrase suivante: l'arène de jeu se trouve devant vous. Et malgré l'incompréhension, malgré la peur, ils vont avancer. Une fois entrés, ils vont faire la rencontre de Shibuki, une jeune femme qui semble en savoir un peu plus qu'eux, et aussi celle d'une autre femme perdue, tout comme eux. Puis, c'est là que la voix mécanique va résonner. Le jeu va commencer. Le jeu, il est simple en apparence. Les joueurs doivent choisir entre deux portes, une marquée vie et l'autre mort. Une fois la bonne porte choisie, deux autres mêmes portes vont être proposées et le but sera de trouver toujours les bonnes portes dans un timing de plus en plus court pour pouvoir sortir du bâtiment. Et là les gars, la question qui vient à notre tête ainsi qu'à nos protagonistes, c'est qu'est-ce qui se passe si l'on choisit la mauvaise porte? Qu'est-ce qui se passe si l'on n'a toujours pas fait notre choix et que le temps s'écoule? Est-ce que c'est l'élimination du jeu? Sans doute. Mais que veut dire être éliminé? Comme vous le savez sûrement, ça veut tout simplement dire mourir. Et là, tout bascule. La jeune fille, elle a pas choisi la bonne porte et cette erreur, elle lui a coûté la vie. Pas une élimination en douceur, pas un game over de jeu vidéo. Non, une mort brutale faite par un rayon tombé du ciel. À ce moment-là, nos protagonistes comprennent vite que, ici, les règles sont simples, claires et froides. Après ça, nos protagonistes complètement stressés vont se disputer, se frapper et surtout faire des choix qui à chaque fois décidera directement de leur vie ou de leur mort. Grâce au génie d'Harisu et surtout à Karube qui a su lui rendre son sang-froid, ils vont réussir à terminer ce jeu sans aucune mort de plus. Mais à la fin du jeu, une voix familière va revenir disant « Félicitations, votre visa est prolongé de 3 jours ». Et à ce moment-là, une chose est devenue claire pour eux. Ce monde ne va leur laisser aucun répit. Pas de pause, pas de refuge, juste une suite de jeux où chaque victoire ne fera que retarder l'inévitable. Le visa, ce mot glissé froidement par une voix sans visage, c'est pas un passeport pour aller en Côte d'Ivoire. Non, je suis ivoirien en cas où. Je tiens à préciser, voilà. En fait, je sais que vous mélangez tous les gars, du coup je précise, voilà, je suis ivoirien. La preuve est ici d'ailleurs, les gars, voilà, je précise juste. C'est une chaîne autour du cou. Un compte à rebours qui leur rappelle que s'ils ne jouent pas, ils meurent. Alors à partir de là, ils vont avancer. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'auront tout simplement plus le choix. Et comme vous le savez sûrement, ils vont avancer jusqu'à cette fameuse nuit. Ce que je vous ai pas dit depuis le début, c'est que dans ce monde, chaque jeu possède une carte, avec un chiffre, un symbole et surtout une signification qu'on verra plus tard.
Tu connais, faut booster le watch time. Et celui que nos protagonistes accompagnés de Shibuki s'apprêtaient à jouer ce soir-là, c'était un set de cœur. Le jeu s'appelait cache-cache et le principe semblait simple. Une seule personne est le loup, les 3 autres sont les agneaux et doivent se cacher. Au bout de 15 minutes, le collier des agneaux explosera et seul le loup sera le gagnant. Et là, on comprend qu'il y a un problème. Parce que si c'est le loup qui gagne, alors logiquement, c'est lui qui devrait se cacher. Et les autres devraient le trouver pour prendre sa place. Ça, c'est ce que nos protagonistes ont compris. Et donc, chacun a essayé de dérober la place du gagnant à l'autre. Ça a commencé par Shibuki, qui a tenté de fuir, puis Karube l'a attaqué pour récupérer ce rôle, et enfin, ça a été au tour de Harisu. Mais lui, il cherchait pas à gagner. Il s'est caché, certes, mais pas pour survivre, plutôt pour trouver une solution. Une issue où personne ne mourra. Sauf qu'en fait, il n'y en avait aucune. Soit il gardait le rôle du loup et gagnait, soit il mourait en le donnant à quelqu'un d'autre. Il a réfléchi longtemps, puis il a fait son choix. D'après lui, si quelqu'un devait vivre, ça devait être soit Karube, soit Shota. Et justement les gars, parlons de Shota, qui est peut-être le personnage le plus touchant de ce jeu. Depuis le début, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a rien fait. Pas par lâcheté, mais par choix. Il a décidé de se mettre en retrait, de se sacrifier pour ses amis. Et pendant que les autres ils étaient en train de se battre ou de se crier dessus, lui, il a pris la parole. Un discours simple, sincère, dans lequel il disait qu'Harisu et Karube sont la plus belle chose qui lui soit arrivée dans toute sa vie. Et qu'il les aime de tout son cœur. Karube, en entendant ça, a compris et il a laissé sa place au loup. Quant à Shibuki, elle a pas le choix parce que Shota, il l'a retenu de force. Et donc elle aussi, elle s'est sacrifiée. Et donc, comme vous l'avez compris, le gagnant de jeu, ça a été Harisu. Et derrière tout ça, il y a en réalité un message caché juste incroyable. Pour le comprendre, faut simplement relire la règle. Une seule personne est le loup, les 3 autres sont les agneaux et doivent se cacher. Au bout de 15 minutes, le collier des agneaux explosera et seul le loup sera le gagnant. Au début, on pensait que c'était mal formulé, qu'il y avait une erreur dans l'énoncé, mais non. La règle était parfaite et surtout terriblement bien pensée. Parce qu'en réalité, le loup c'était pas celui qui devait chasser, mais plutôt celui qui devait survivre. Autrement dit, celui que les autres choisiraient de sauver. Et les agneaux, ils devaient se cacher non pas pour fuir, mais pour empêcher le loup, plein de culpabilité, de revenir et de tenter de changer leur destin. Ici, Karube et Shota se sont cachés pour lui, pour qu'ils n'aient pas le choix, pour qu'ils vivent, même si ça voulait dire mourir eux-mêmes. Mais bref, les gars, on s'est certainement tous déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que 97,5% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? En fait, j'aimerais dire que c'est une blague, mais c'en est pas une, les gars. Peut-être que je suis détesté, je comprends pas. Peut-être que vous voulez me faire transmettre un message, les gars. Je sais pas, je sais pas. Non, les gars, plus sérieusement, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et venez, on essaie de viser les 10K, je vous jure, les gars, on y est presque. Venez, on essaie de viser les 10K, s'il vous plaît. Mais bref. On s'est tous déjà demandé qu'est-ce qui se passerait si on perdait les seules personnes qu'on aimait. Si, en l'espace d'un instant, à cause d'un accident ou quoi que ce soit d'autre, tout ce qui nous retenait à ce monde disparaissait. Il y a des gens qui s'en sortent, d'autres qui se relèvent, qui avancent, et puis il y a ceux qui restent figés. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils se sentent coupables d'être encore là. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la culpabilité du survivant. Cette sensation d'être une erreur dans l'équation, d'avoir volé la place de quelqu'un d'autre. Et bah ça les gars, c'est exactement ce qui est arrivé à Harisu après la mort de Shota et Karube. Après avoir perdu ses 2 amis, il s'est senti totalement seul, abandonné et surtout mal dans son propre corps, à tel point qu'il attendait plus rien de ce monde. Autrement dit, il était prêt à mourir pour rejoindre ses amis. Et ce, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'une fille avec qui il avait déjà joué dans le passé. Je parle bien évidemment de Usagi. Usagi, c'est tout simplement le 2e personnage le plus important de la série. Car c'est elle qui va aider notre protagoniste à se relever après le drame et qui va l'accompagner tout au long de l'histoire. Pour vous la présenter en quelques mots, c'est une fille forte qui avance même quand tout va mal. Durant sa vie, elle a appris à survivre seule sans jamais compter sur personne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle aussi, elle a connu la douleur. Son père, c'est un alpiniste professionnel, un homme libre qui était tout pour elle. C'est lui qui lui a appris à aimer la nature, à grimper et à se débrouiller. Mais surtout, c'est lui qui lui a appris à croire en elle. Et du jour au lendemain, il a disparu. Accusée de choses qu'il n'avait jamais faites et rejetée par tout le monde. Usagi, elle a tout vu. Elle a assisté à l'effondrement de l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Depuis ce jour, elle a appris à vivre seule, à se taire, à encaisser, à avancer malgré tout. Et tout ça, les gars, c'est exactement ce qu'elle a transmis à Harisu. Elle lui a fait comprendre que s'il est encore là, c'est pas pour rien. Que si ses amis se sont sacrifiés, c'est justement pour qu'il puisse continuer à vivre. Elle lui a fait comprendre qu'il n'a désormais plus le choix et qu'il doit se battre pour avancer. Et donc, petit à petit, Harisu va commencer à se relever, à retrouver l'envie de marcher, de se battre, de vivre grâce à elle, grâce à Usagi. À deux, ils vont continuer à jouer, à survivre, à avancer. Et c'est justement ensemble qu'ils vont se lancer dans l'une des missions les plus importantes de l'histoire, un lieu mystérieux rempli de joueurs, un endroit qu'on appelle la plage.
Depuis le début de cette vidéo, on a parlé du protagoniste, de la découverte de ce monde, de la perte de ses camarades et enfin de la rencontre avec Usagi. Mais dans tout ça, on a complètement oublié de se poser une question essentielle. Où sommes-nous? Et surtout, est-il possible de sortir d'ici? Et c'est à ce moment de l'histoire que tout va changer. Un nouvel endroit, un lieu presque irréel, des lumières, de la musique, des piscines et surtout des survivants. Des dizaines de personnes rassemblées ici, comme si ce cauchemar avait un visage plus humain. Pour la première fois, nos protagonistes auront une lueur d'espoir, une théorie qui permettrait peut-être de sortir de ce monde. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu, parce que dans un monde comme celui-ci, une utopie n'est rien d'autre qu'une utopie. Très vite, les promesses vont se fissurer et les sourires se ternir. Des meurtres, des manipulations, des complots et un jeu. Un seul jeu qui va tout faire basculer. Bref, bienvenue à la plage. Après avoir traversé tant d'épreuves, Arisu et Usagi vont tomber sur un endroit totalement différent de tout ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Un lieu où pour la première fois, la mort semble être loin. Dès leur arrivée, ils vont faire la rencontre du chef de la plage qui est appelé le Chapelier. Un homme sûr de lui qui va leur expliquer qu'ici, les survivants n'attendent pas. Ils poursuivent un objectif précis qui est de rassembler toutes les cartes du jeu. Car selon la rumeur, une fois toutes ces dernières réunies, une personne pourra peut-être sortir de ce monde. Déjà, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ce plan il est voué à l'échec. Parce que si une seule personne peut sortir, alors combien devront rester derrière? Combien devront mourir pour qu'une seule personne puisse s'échapper? Et ça, c'est même pas le pire les gars. Ces informations qu'on vient d'avoir, personne ne sait d'où elles viennent. Aucune preuve, aucun indice, rien. Mais pour la première fois depuis le début, Arisu et Usagi ont quelque chose d'essentiel à leur aventure, quelque chose qui va les pousser à continuer d'avancer, de l'espoir. Alors, ils vont passer leur journée à découvrir les lieux, à fouiller, à observer en cherchant une solution. Ils vont comprendre qu'ici il y a des règles un peu douteuses, des chefs qu'on n'imagine même pas leur importance à ce moment-là. Aussi, ils vont faire la rencontre d'un homme brutal nommé Aguni, qui est le chef des activistes de la plage, un groupe armé chargé de maintenir l'ordre. Eux, et surtout Aguni, ils auront vraiment une grande importance dans la suite de l'histoire. Et vous le verrez dans seulement quelques instants. Mais bref, avec son lot de bons et de mauvais côtés, la plage reste un endroit paradisiaque dans un monde où à chaque instant, on peut mourir. Cependant, le lendemain, le Chapelier va participer à un jeu pour prolonger son visa. Et c'est là qu'une nouvelle tragique va tomber, une nouvelle qui va bouleverser toute la suite de l'histoire. Le Chapelier, celui qui maintenait la paix sur cette utopie, est mort. Aucune information sur sa mort, juste un corps qui nous fait comprendre qu'il a été assassiné. Bien évidemment, on en saura un peu plus tard, et je peux vous assurer que vous êtes vraiment pas prêts. Et donc, suite au décès du chef de la plage, Aguni, qui je rappelle est un personnage brutal, direct et violent, va être désigné de force comme étant le nouveau chef de la plage. Son bras droit, Niragi, un homme encore plus dangereux qui adore semer la terreur et les conflits. Ainsi, la plage, un endroit qui semblait être un havre de paix jusqu'ici, s'est transformé rapidement en un lieu où la terreur et la trahison régissent désormais les lieux. À partir de ce moment-là, nos protagonistes ont compris qu'ils n'avaient plus le choix, qu'il fallait fuir la plage et ce, à tout prix. Ils vont alors s'associer avec deux personnages que vous connaissez peut-être, Shishiya et Kuina. D'ailleurs, on parlera d'eux ainsi que d'autres personnages plus en profondeur un peu plus tard, vous inquiétez pas. Ensemble, ils vont monter un plan simple, voler les cartes récoltées par la plage et s'échapper. Sauf qu'au moment où Arisu était sur le point de voler les cartes, il y a eu un problème. La boîte qui devait contenir toutes les cartes selon Shishiya n'était pas la bonne. Et au moment même où il s'en est rendu compte, Aguni et Niragi l'ont pris la main dans le sac. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir que depuis le début, tout ce plan mis en place n'était qu'une manipulation de Shishiya. En effet, Arisu et Usagi n'étaient que des appâts. La raison était simple, ils voulaient entrer dans la salle interdite pour trouver le réel emplacement des cartes. Déjà à partir de là, on commence à comprendre à quel genre de personnage on a affaire. Et je peux vous avouer que... oui, j'ai kiffé. Il est bon. Il est très très bon. C'est donc lui qui les a dénoncés et par sa faute, notre protagoniste a été arrêté, condamné à être fermé jusqu'à ce que son visa périme. Quant à Usagi, on va pas trop en parler. Mais alors qu'il n'y avait plus aucun espoir, quelque chose, ou plutôt une voix bien familière, a résonné. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi le paradis balnéaire de Tokyo pour votre séjour. En témoignage de notre reconnaissance, les 58 résidents vont maintenant participer à un nouveau jeu au sein de l'hôtel. Cette fois-ci, la carte du jeu, c'était un 10 de cœur. Quant aux règles, elles étaient encore plus simples que le cache-cache. Une jeune fille, Momoka, a été retrouvée morte en plein milieu de l'hôtel, poignardée en plein cœur. Le but du jeu, trouver son assassin et le jeter dans les flammes. Pas d'énigmes complexes, pas de règles tordues, juste un meurtre et une vérité à découvrir. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend ce jeu encore plus terrifiant. À ce moment-là, plusieurs possibilités s'offraient aux joueurs.
La plus évidente, analyser l'arme du crime, trouver des empreintes, de l'ADN, un indice, n'importe quoi. Ils auraient pu aussi interroger les survivants, traquer les incohérences dans leur récit, pousser les suspects à se trahir sous la pression, ou encore reconstituer les derniers moments de Momoka, comprendre qui l'avait approché, qui avait des raisons de la tuer. Bref, il existait plusieurs méthodes, des solutions logiques, des chemins vers la vérité. Seulement, Aguni, pour une raison qu'on découvrira bien plus tard, en a décidé autrement. Il a donné un ordre simple et terrible à ses complices, brûlez-les tous. Désormais, peu importe qui était le coupable, seul comptait une chose, trouver la sorcière, même si pour cela, il fallait transformer ce paradis en enfer. Et c'est donc à partir de cet instant que l'enfer a commencé. Le hall, autrefois rempli de rires et de musique, est devenu une boucherie. Les corps se sont empilés les uns sur les autres, des dizaines, puis des centaines. Certains ont été tués d'une balle dans la tête sans explication, d'autres traînés de force jusqu'au bûcher. Les cris de panique résonnaient dans chaque pièce. Certains tentaient de fuir, d'autres suppliaient à genoux, les yeux remplis de terreur. Mais rien n'y faisait. Dans ce jeu de cœur, la folie avait gagné. Et personne n'osait s'y opposer. Même parmi les activistes, certains doutaient de leurs actions. Ils baissaient les yeux, hésitaient et murmuraient « c'est pour notre survie, on n'a pas le choix » ou encore « c'est pour le bien du groupe ». C'était pas la peur de la sorcière qui les animait, c'était la peur de mourir. Et ils tuaient encore et encore, juste pour avoir une chance d'être du bon côté de la ligne. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de bon côté. Parce qu'en vérité, le jeu avait déjà été perdu. Dès l'instant où la justice avait cédé la place à la barbarie. Dans tout ça, les gars, on a complètement oublié quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Pendant que le chaos était en train de s'opérer, Arisu, lui, était bloqué dans une chambre attachée. Il aurait pu mourir ce soir-là, c'était même presque certain. Mais elle est venue, Usagi. Alors que tout le monde pensait plus qu'à sauver sa peau, elle est venue sauver la sienne. Et quand ils se sont retrouvés à l'abri, le silence est revenu. Et Arisu, il a commencé à se poser des questions. Pourquoi ce jeu avait-il eu lieu ici? Pourquoi maintenant? Qui pouvait bien vouloir tuer Momoka? Et surtout, comment? Tout semblait flou jusqu'à ce qu'il le voie. Aguni, son regard fixé sur un corps. Celui du chapelier. Et dans ses yeux, Arisu, il a reconnu quelque chose qu'il connaissait trop bien. Ce regard-là, c'est le même que celui qu'il avait eu le jour où Karube et Shota sont morts. Le regard de quelqu'un qui pense que c'est de sa faute. Le regard d'un homme brisé par la culpabilité. Et là, tout s'est aligné. Pourquoi les activistes les plus violents n'avaient jamais pris le pouvoir? Pourquoi ce lieu si instable avait tenu si longtemps sans basculer? Pourquoi Aguni, un homme si dur, semblait aussi rongé de l'intérieur? La réponse, elle était là, et évidente. Ils étaient amis. Le chapelier dirigeait la lumière, Aguni, lui, s'occupait de l'ombre. C'est lui qui tenait Neragi sous contrôle, c'est lui qui assurait que les armes ne soient pas tournées contre les civils. En fait, contrairement à ce qu'on pensait, Aguni n'était pas un tyran. Juste un homme qui aimait son ami. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi il a fait tout ça alors? Pourquoi a-t-il ordonné à ses complices d'éliminer tout le monde? La raison, elle était simple. La plage était devenue un lieu de luxure, de pouvoir, de manipulation. Et le chapelier, perdu dans ses excès, n'était plus l'homme qu'Aguni avait voulu protéger. Vous vous rappelez quand j'avais dit qu'on avait retrouvé le corps du chapelier et qu'on avait découvert qu'il avait été assassiné? Et bah, c'était Aguni qui l'avait tué, dans le silence, pendant le jeu. Et ce, pas par vengeance, mais parce qu'il pensait que c'était la seule manière de l'arrêter. Et ce soir-là, quand la sorcière a été retrouvée morte, il a vu une opportunité. Mettre le feu à la plage, pas pour se racheter, mais pour punir, pour éliminer tous ceux qui, selon lui, avaient corrompu son ami. Mais ce feu n'a pas effacé la vérité, il l'a mise en lumière. Et Arisu a compris. Et donc, il s'est levé. Dans ce silence de mort, au milieu du chaos, Arisu a pris la parole. Il a raconté tout ce qu'il avait compris. Il a révélé la vérité à toute la plage et même à Aguni lui-même. Parce qu'il était temps que la vérité sorte, avant qu'il ne reste plus rien à sauver. Mais c'est pas tout. Pendant ce temps, une autre vérité encore plus inattendue émergeait. Et cette fois, c'est grâce à elle. Rizuna Han, ancienne experte en médecine légale. Pendant que les autres paniquaient ou s'accusaient, elle a récupéré le couteau, analysé la scène du crime avec les moyens du bord, et à force de patience, elle a fini par relever les empreintes digitales sur l'arme. Et là, le choc. Comme on le sait, dans ce monde, il y a ceux qui risquent leur vie à chaque jeu, c'est-à-dire les joueurs, mais ce que l'on savait pas, c'est qu'il existe aussi les maîtres du jeu, qui sont tout simplement ceux qui les créent. Et le créateur de ce jeu en particulier était la même personne qui avait tué Momoka. Mais du coup, qui a tué Momoka? Le meurtrier de la victime n'était personne d'autre qu'elle-même. En effet, on apprend que Momoka avait mis fin à sa vie elle-même, et que l'ami avec qui elle était tout le temps était en réalité le dealer du jeu. Cette révélation brutale, mais claire, a mis fin au carnage. Le feu, les cris, la chasse, tout s'est arrêté. Et sur les cendres encore chaudes de la plage, le silence est revenu. Celui de la vérité, celui de la fin.
Faites pas attention à ma casquette les gars, ça fait plusieurs jours que je fais cette vidéo, sur ça que je change des fois d'outfit. D'ailleurs les gars, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. M'a pris beaucoup de temps et voilà, allez, abonnez-vous les gars. Mais bref, je sais pas si vous vous souvenez, mais plutôt je vous avais dit que dans ce monde, chaque jeu possède une carte avec un chiffre, un symbole et surtout une signification qu'on verrait plus tard. Pour faire simple, les symboles sur les cartes donnent en fait des informations sur les jeux à venir. Les trèves représentent des jeux de coopération dans lesquels seul on meurt. Par conséquent, la confiance et l'entraide est l'atout majeur. Les carreaux, eux, sont des jeux d'intelligence, où la rationalité et donc la logique froide est requise pour pouvoir survivre. Les piques, quant à eux, sont des jeux physiques, dans lesquels le corps est mis à l'épreuve par des courses, des sauts et des combats. Et puis, il y a les cœurs, que comme vous l'avez remarqué, sont les jeux les plus cruels. Parce que ces jeux ne testent pas notre intelligence ni notre force, mais plutôt notre capacité à trahir, à mentir, à choisir qui doit vivre ou mourir. En gros, c'est des jeux faits pour éprouver la conscience morale et l'âme elle-même. Pour ce qui est des chiffres sur les cartes, ils représentent tout simplement la difficulté du jeu. En effet, plus ils sont élevés, plus le jeu est mortel. Et d'ailleurs, le 10 de cœur, celui de la plage, en est la preuve parfaite. Mais bref. Parmi vous, il y en a certains qui se demandent peut-être pourquoi est-ce que je vous dis tout ça maintenant. Tout simplement parce que le jeu de la plage, le 10 de cœur, était le dernier jeu numéroté. Par conséquent, il ne restait plus que les dernières cartes et qui sont les figures. Et là, vous dites sûrement que c'est une bonne nouvelle. Parce que si la théorie du chapelet qui consistait à rassembler toutes les cartes pour qu'une seule personne puisse sortir était fausse, peut-être que finir tous les jeux permettrait quand même à nos protagonistes ainsi qu'à tous les joueurs de sortir de ce monde. Peut-être, mais pour savoir, faudrait déjà tous les terminer. Et... si Alice in Borderland était déjà une très bonne série, c'est à partir de ce moment qu'elle est devenue l'une des meilleures pour beaucoup, et pour moi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si jusqu'ici ce monde n'était qu'un cauchemar, ce qui attend les joueurs va les faire plonger dans quelque chose de bien plus profond. La question ne sera plus comment survivre, mais plutôt pourquoi continuer à le faire. Car à partir de maintenant, les jeux tels que celui de la prison, du tribunal, du roi de pique ou encore du territoire ne testeront plus seulement les réflexes ou l'intelligence des joueurs, ils leur obligeront à faire face à eux-mêmes. En gros, c'est à ce moment précis que la série va changer de visage. Et si jusqu'ici on a uniquement suivi l'histoire de Arisu, alors pour cette fois, et juste pour cette fois les gars, on va s'intéresser à un autre personnage. Quelqu'un de plus calme et redoutablement intelligent, quelqu'un aux airs de spectateur et qui ne fait confiance à personne. Je parle bien évidemment de Shishiya. Shuntaro Shishiya, c'est un homme complètement à part. Il parle peu, non pas par timidité, mais parce qu'il juge souvent les mots inutiles. Il reste toujours en retrait, observe et attend. Son regard est souvent vide, et son sourire presque moqueur. Il ne s'attache pas, panique pas. En d'autres termes, il vit comme si tout ça n'était qu'un immense jeu. Et lui, le seul à connaître les règles. Si on devait le comparer à Arisu, on pourrait dire que Shishiya est presque inhumain. Car là où Arisu ressent, doute, vacille, cherche un sens à sa vie et à ce monde, Shishiya, lui, ne cherche tout simplement qu'à comprendre. Arisu croit encore à l'espoir. Shishiya, lui, a déjà lâché prise. En gros, ce sont deux hommes dans le même enfer, mais qui n'en tirent pas du tout les mêmes leçons. Et si ces derniers agissent comme ça, c'est parce qu'il y a en réalité une terrible raison derrière. Et pour la comprendre, faut remonter un peu plus tôt, avant la téléportation dans ce monde. Dans l'ancien monde, Shishiya était docteur, un métier noble en apparence, mais dans lequel ce dernier a très vite vu l'envers du décor. Des patients triés non pas selon l'urgence, mais selon la richesse. Des soins réservés aux plus fortunés au détriment de vies qu'on laissait de côté, simplement parce qu'elles ne rapportaient rien. Et lui, il était là, au cœur de ce système, totalement impuissant, témoin d'un monde où la vie humaine avait un prix. C'est là que quelque chose a changé en lui. Il a compris que la justice, l'égalité, la morale n'étaient que des illusions, que ce monde, même sans ses jeux, était déjà pourri. Alors il s'est fermé, il a arrêté de faire confiance, arrêté de croire aux belles idées, et surtout, il a appris à ne plus rien laisser paraître. Plus d'émotions, plus d'attente, juste le silence et l'observation. Seulement, quand il est arrivé dans ce monde, ça a été comme une révélation. Pas parce qu'il voulait survivre, mais parce qu'il avait enfin vu un terrain de jeu honnête, brutal, mais logique. Ici, les masques tombent et les règles sont claires. Soit tu gagnes, soit tu meurs. En gros, rien à voir avec l'ancien monde, où l'apparence, l'argent et les relations faussaient tout. Ici, tout est cru, mais juste. Et surtout, ce monde il a été une révélation parce qu'ici, il a pu voir les gens tels qu'ils sont vraiment. D'ailleurs, il va faire des rencontres qui vont le troubler à jamais, comme celle d'Arisu, ce garçon qu'il voit comme son opposé, ou Kuina, cette femme forte, autrefois rejetée par le monde à cause de son identité transgenre. Et à travers eux, il va retrouver quelque chose qu'il avait complètement abandonné, une part d'humanité. Mais parfois, même un spectateur finit par devoir monter sur scène. Même quelqu'un d'aussi froid, méthodique que Shishiya ne peut pas toujours rester à l'écart. Parce que dans ce monde, il existe des jeux qu'on ne peut pas traverser indemne. Des jeux qui forcent même les plus lucides à douter, à ressentir, à choisir. Et c'est exactement ce qu'il attendait face au valet de cœur.
Un immense centre de détention, des dizaines de joueurs piégés dans un lieu clos, tous avec le même collier métallique autour du cou. Et derrière chacun de ces colliers, un symbole, une figure qu'on ne peut pas voir soi-même. Toutes les heures, un signal retentit. Et là, chaque joueur a 1 minute pour entrer dans une cellule et annoncer la figure qu'il pense avoir dans le dos. S'il se trompe, c'est simple, son collier explose. C'est tout. Une règle, une seule chance, et un seul but pour survivre, identifier le valet de cœur parmi tous les joueurs et lui faire croire une fausse figure. Car une fois ce dernier éliminé, le jeu s'arrêtera. Le jeu sur le papier, il paraissait simple pour quelqu'un comme Shishia. Froid, analytique et excellent menteur. Mais très vite, il a compris que le jeu ne reposait pas uniquement sur la logique, mais aussi et surtout sur la confiance. Au fil des tours, des groupes se sont formés, des alliances temporaires et des chaînes de confiance bancale. Tout le monde a tenté de deviner, échanger et négocier pour pouvoir connaître sa figure. Et en même temps, le doute s'est installé et les trahisons ont explosé. Des joueurs ont menti, manipulé, se sont retournés les uns contre les autres. Certains ont tenté de prendre le pouvoir par la peur, d'autres ont cherché à créer des sous-groupes d'élus. Au milieu de tout ça, Shishia s'est associé à un joueur un peu trop gentil, un peu trop humain, nommé Ipei. Un homme sincère, optimiste et probablement trop fragile pour ce monde. Grâce à lui, Shishia a réussi à passer plusieurs tours. Mais très vite, ce fragile équilibre s'est brisé, car le joueur en question a craqué. En effet, dans cette prison où le stress, la paranoïa et la mort étaient constantes, il a décidé de se S. Et si vous pensez que le jeu avait déjà débuté, vous vous trompiez. Car c'est bien à partir de la mort de Ipei que les choses sérieuses ont vraiment commencé. À partir d'ici, il ne restait plus que 5 personnes dans la prison. Et dans ce théâtre sanglant, il y a 2 personnages qui sortaient du lot. Tsunato Banda, un homme d'un calme glaçant, mais qui est en réalité un véritable psychopathe recherché pour meurtre dans le monde réel. Et un autre joueur, Yuki Yaba, classe, vêtu d'un costume impeccable, mais qui semble lui aussi cacher quelque chose de plus sombre. À ce moment-là, pour beaucoup d'entre nous, ces 2 personnages sont les principaux suspects comme étant le valet de cœur. Personnellement, les gars, je pensais que c'était Banda parce qu'en fait, ils ont même pas besoin de préciser, juste avec sa tête, on sentait que ce mec c'était un psychopathe. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal chez lui. Je sais pas comment ça a été fait, mais l'acteur, il a vraiment été bon. Il est vraiment incroyable sur ce coup-là. Mais bref. Et ces derniers, ils étaient en duo. Banda avec un homme nommé Matsushita et Yaba avec une femme nommée Kotoko. Et pendant ce temps, Shishia seul observait. Il a analysé, il s'est adapté et il a compris quelque chose. Déjà, il a appris que son youtubeur préféré avait un compte Insta. Alors il a décidé de s'abonner. Les gars, on va de vrai, faites comme Shishia. Adamski7-du-bas sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et surtout les gars, n'hésitez vraiment pas à me recommander des K-dramas. J'en ai regardé quelques-uns, je vais peut-être mettre la liste ici. Et vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup. Du coup, je compte faire plus de vidéos là-dessus. Alors si vous voulez que je parle de votre K-drama préféré, n'hésitez vraiment pas à me le partager là-bas. Mais bref, comme on l'a dit, à ce moment-là, il restait 5 personnes. 2 duos et un solitaire, Shishia. Shishia, fidèle à lui-même, il s'est pas laissé emporter par la panique. Il a observé et surtout, il a écouté. Et chaque regard pouvait contenir un indice. Et c'est là qu'il a décidé de tester les choses. Il s'est approché des 2 acolytes, Matsushita et Kotoko, et il leur a demandé de lui dire quelle figure avait-il. Mais quelque chose sonnait faux. Il savait donc que ces derniers lui avaient menti. Alors, au moment de rentrer dans la cellule, il a choisi l'un des 2 symboles restants, sans certitude, juste avec son instinct, et il a survécu. Mais le plus choquant, c'est ce qu'on a découvert juste après. Déjà les gars, on a un idiot qui est sorti et qui a commencé à rigoler en pensant qu'il était tout seul. Mais bref, ça on verra plus tard. Depuis le début, on croit que Banda et Matsushita étaient ensemble, et que Yaba et Kotoko formaient une équipe. Mais en vérité, Matsushita et Kotoko travaillaient ensemble dans l'ombre. Ils manipulaient les autres, échangeaient discrètement les symboles, et construisaient leur propre stratégie. C'était eux les vrais alliés, les véritables manipulateurs. Mais le plan, il a basculé au dernier moment. Parce qu'en observant Banda, Yaba avait vu quelque chose en lui. Quelque chose d'aussi noir, d'aussi tordu qu'il portait lui-même. En gros, pour vous faire simple, les 2 ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment la même vision de ce monde. Et donc, on va dire qu'ils se sont un peu reconnus en eux. Et entre eux, une confiance silencieuse s'est créée. Ils ont échangé leur vérité, et au moment final, Matsuhita, il a décidé de trahir Banda, mais aussi son alliée secrète, Kotoko. Et du coup, elle est morte. Et cette mort, elle a révélé l'identité du valet de cœur et qui était personne d'autre que Matsuhita. L'homme discret, presque invisible, qui avait réussi à tromper tout le monde, sauf Shishia. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il était en train de rigoler quand il est sorti de la cellule, pensant qu'il était tout seul. Ce jeu, les gars, c'est pas seulement l'un des meilleurs de l'histoire, c'est aussi celui qui a fait énormément évoluer Shishia. Parce qu'au début, il était comme d'habitude, froid, logique, toujours en retrait. Mais là-bas, il s'est retrouvé plongé dans un enfer de mensonges, de trahison et de manipulation. Impossible de tout prévoir, impossible de faire confiance. Et pourtant, pour survivre, il a dû prendre des risques. Il a dû ressentir. Et pour la première fois, il n'a pas seulement joué avec sa tête. Il a aussi joué avec son instinct, son intuition et ses émotions. Ce jeu, il l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et à la fin, c'était plus exactement le
même Chichia. Il était plus humain, plus lucide, plus complet. Seulement, à ce moment-là, Chichia n'était pas encore au bout de sa transformation. Car après avoir survécu à l'enfer de la prison, un autre jeu l'attendait. Plus calme en apparence, mais bien plus déstabilisant. Cette fois, ils étaient 5. Devant chacun, un écran, un choix simple à faire, un chiffre entre 0 et 100. Et 3 minutes pour décider. À la fin de chaque manche, celui qui se rapprochait le plus de la moyenne des 5 chiffres multipliés par 0,8 était déclaré gagnant et ne perdait aucun point. Et donc les autres, eux, perdaient un point. Une fois arrivé à moins 10, c'était fini. La mort lente et atroce faite par l'acide. Un jeu de chiffres, de stratégie et de calcul. Et... non. Je sais vous attendez à quoi les gars. Vous voulez sûrement que je vous raconte les coups de génie de Chichia. Ses calculs, ses anticipations, son sang-froid, mais non. Parce qu'au fond, ce jeu n'était pas vraiment fait pour ça. En effet, il avait en réalité un tout autre but. Un message caché, bien plus profond, bien plus dérangeant. Un message que sûrement beaucoup d'entre vous ont raté. Le maître du jeu, Kuzuryu, alias le roi de carreau, et d'ailleurs je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, je sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué. Un personnage discret, certes, mais capital. C'était l'ancien bras droit du Chapelier à la plage, mais avant ce monde, il était avocat. Et dans sa vie d'avant, il a vu le pire. Des criminels s'en sortir, simplement parce qu'ils avaient de l'argent, des innocents sombrer, faute de défense ou de statut. Il a été confronté chaque jour à cette injustice fondamentale. Pourquoi certaines vies ont plus de valeur que d'autres? Et la question qui ressortait toujours dans sa tête était... comment distinguer une vie qui devrait être sauvée d'une qui ne le mériterait pas? Et la vérité, c'est qu'il a jamais trouvé la réponse. Mais comme vous l'avez compris, ce dilemme, c'est exactement celui auquel Chichia était confronté depuis le début. Un homme lucide, cynique, observateur du monde, qui voyait que tout tournait autour de l'apparence, du pouvoir, de l'argent. Et pourtant, Chichia, lui, il avait une réponse. Il y a un moment où le maître du jeu, il lui a posé la question suivante. Si tu avais 1 million de doses de vaccins, à qui les donnerais-tu? Et Chichia a répondu sans hésiter, aux enfants, ceux qui n'ont ni parents, ni argent. Mais je sais que c'est idéaliste. Et c'est là que tout bascule. Car ce jeu n'était pas qu'un calcul mental. C'était une expérience morale, un test de confiance, un miroir tendu aux pires dilemmes humains. À la fin, une fois qu'il ne restait plus que les deux, une règle décisive s'est ajoutée. Si l'un choisit le chiffre 0, alors celui qui met le chiffre 100 gagne. Mais si l'autre anticipe et met 1, alors il gagne à son tour. En gros, un véritable jeu de pierre, feuille, ciseaux, mais avec la vie en jeu. Et Chichia, au lieu de jouer comme un stratège, a posé un ultimatum. Il a regardé son adversaire droit dans les yeux et lui a dit « Je choisis 100 ». À ce moment-là, les gars, il lui a tendu sa vie. Il a laissé à cet homme brisé, rongé par ses propres questions, le droit de décider, de sauver Chichia ou de se sauver lui-même. Et contre toute attente, c'est lui, Chichia, qui a remporté le jeu. Mais tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le maître du jeu a enfin eu sa réponse. Peut-être pas celle qu'il attendait, mais celle dont il avait besoin. Et Chichia, lui aussi, a changé. Pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a compris que même dans un monde aussi froid, aussi logique, parfois, faire confiance, se sacrifier, laisser parler son humanité peut être la plus grande preuve de lucidité. Si je vous ai parlé pendant tout ce temps de Chichia, c'est pas juste parce que c'est mon personnage préféré. Enfin, si, un peu, beaucoup même, beaucoup. Mais c'est surtout parce qu'il représente parfaitement l'effet que ce monde a eu sur ceux qui ont y mis les pieds. Il est arrivé avec ses certitudes, ses idées froides et ses logiques. Il a observé, analysé et joué. Puis, il a été confronté à quelque chose. L'humanité. À la douleur, à des choix impossibles et il a survécu. Et il a changé. Tout comme Arisu. Parce que comme on a pu le voir depuis le début, Arisu a tout perdu. Il a vu mourir ses meilleurs amis, il a erré sans but, sans réponse, dans un monde où chaque jeu pouvait être le dernier. Et puis, il a rencontré Usagi. À deux, ils se sont soutenus et malgré la peur, malgré la folie, ils ont continué d'avancer. Il a vécu des jeux marquants, il a découvert ce qu'il restait d'humanité dans ce monde et en lui-même. Il a vu la violence de la plage, la peur, le sang, la trahison, mais aussi l'espoir. Et puis, dans la suite de l'histoire, il a rencontré Kyuma, un homme qui croyait plus en l'esprit d'équipe qu'en la victoire. Il a croisé la route d'Akane, vu une femme brisée retrouver un sens à sa vie. Il a recroisé Aguni et Niragi, deux âmes perdues qui malgré tout continuaient de se battre, chacun à leur façon. Il a affronté le roi de pique, pas un simple joueur, mais un ancien soldat qui transformait les rues en champ de bataille. Et malgré tout ça, Arisu a tenu bon. Il se relevait encore et encore, parce qu'il n'était plus seul. Parce qu'Usagi était là, et parce qu'il n'était plus ce garçon qui fuyait la réalité. Ensemble, ils ont affronté le tout dernier jeu, celui de Mira, la reine de cœur qui était aussi présente à la plage. Et dans ce jeu, il a eu une dernière épreuve, une dernière manipulation, un dernier test de volonté. Mais à ce moment-là, Arisu n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il savait pourquoi il était là, et surtout pour qui il voulait en sortir. Et donc il l'a réussi, et c'est ainsi que ce jeu s'est terminé.
Bien évidemment les gars, je vais pas vous lâcher comme ça, vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a retracé toute l'histoire d'Arisu, qu'on a vu comment il a avancé, survécu, aimé, perdu, compris, on peut enfin s'intéresser à ce monde, à ses règles, à ses mystères et surtout à ces deux questions qu'on s'est tous posées depuis le début. Où sommes-nous et comment sortir d'ici? Pour comprendre tout ça, faut faire un bond dans le passé. Retourner tout au début. À ce moment précis, quand Arisu, Shota et Karobe fuyaient la police dans les rues de Shibuya. Ce qu'on nous avait pas dit, ce qu'on n'avait même pas remarqué, c'est que ce jour-là, ils étaient tous présents. Shishiya, Niragi, Usagi, Aguni, Anne, comme si tout le monde avait été réuni ici à cet instant précis. Ok, du coup, on comprend à peu près pourquoi ils étaient tous ensemble dans ce monde. Mais la question qui reste, c'est sûrement, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Et bien pour ça, il faut porter notre attention sur un détail presque invisible. Un truc tellement subtil que même moi j'ai oublié de vous parler de ça au début de la vidéo. Et pourtant, c'est ce détail qui a provoqué tout ce que vous venez de voir. Ce feu d'artifice, celui qu'on aperçoit juste avant qu'il ne rentre dans les toilettes, en réalité, ce n'était pas un feu d'artifice. C'était le bouton d'abonnement qui ne demande qu'à se faire appuyer dessus. Non, je rigole, enfin abonnez-vous quand même. Ce feu d'artifice n'était rien d'autre qu'une météorite. Une météorite qui s'est écrasée en plein cœur de Shibuya, là où tous nos protagonistes se trouvaient, là où tout s'est arrêté. Et à partir de là, on comprend que depuis tout ce temps, depuis ce tout premier jeu, ils étaient entre la vie et la mort. Un monde suspendu, un entre-deux, un lieu où les règles ne sont plus celles de notre monde, mais celles d'un monde où on ne survit pas par chance, mais par volonté. Un monde où chaque joueur devait faire un choix, celui de rester ou de revenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, après avoir traversé tous ces jeux, toutes ces douleurs, on leur pose une dernière question. Souhaitez-vous rester ici ou retourner dans le vrai monde? Parce que ceux qu'on appelait les citoyens, ceux qui contrôlaient les jeux, c'était ceux qui avaient déjà fait leur choix. Ils avaient préféré s'enfermer ici, dans ce monde qu'ils pouvaient contrôler. Parce que là-bas, dans la réalité, il n'y avait plus rien. Mais Arisu, lui, il a compris. À travers les épreuves, les douleurs, les pertes, il a fini par comprendre que ce monde n'est pas une punition, mais une dernière chance. Une chance de choisir, de faire face à ses propres ténèbres, de se relever et surtout, de vivre. Et au fond, la vraie question n'était pas comment sortir de ce monde, mais plutôt pourquoi continuer à vivre dans le nôtre. Et c'est là qu'Arisu a trouvé la réponse. Pas dans un grand discours, pas dans une révélation magique, mais dans les regards, dans les gestes, dans la main d'Usagi, qu'il n'a jamais lâché. Parce qu'au final, il a compris une chose essentielle. Le sens de la vie n'a aucune importance. Il n'y en a pas un seul et il n'y en aura jamais un seul. Chacun doit lui donner le sien. Et ça, c'est peut-être la plus belle des vérités.